Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 148 du Hoopcast. On a maté, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, comme toutes les semaines, ils sont bien présents. Et tout d'abord, à ma gauche, Georges Eddy, bonjour. Bonjour Alain. À ma droite, Jérémy Lebescon. Salut Alain, salut Georges. Messieurs, cette semaine au programme, beaucoup de choses. Une claque pour les Cavaliers, une blessure pour Chris Paul, les Sixers qui renaissent et Isaiah Thomas qui flambe. Comment sauver les Knicks, ce sera la question du débat. Et puis on va remettre notre trophée de mi-saison. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving. Tout allait bien pour les Clippers en ce début de saison. Et puis la tuile, une nouvelle fois. Chris Paul, malchanceux, déchirure du ligament du pouce gauche. 6 à 8 semaines d'absence, entre 17 et 26 matchs. Messieurs, pour vous situer ça, sans leur meneur, les Clippers sont-ils en danger de plonger dans le classement de la conférence Ouest, notamment dans la vue de la course au play-off et dans le placement pour la course au play-off? Ce qui est en plus compliqué, c'est qu'il y a certes plus Chris Paul, mais en plus il n'y a plus Blake Griffin non Et plus pour le moment. Oui. Alors il devrait revenir fin janvier, mais visiblement il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe, il s'entraîne plutôt de son côté. Donc ça va être vraiment problématique. Et on se rappelle que les Clippers sont perdus au premier tour des play-offs l'an passé contre les Blazers, après également avoir perdu leurs deux meilleurs joueurs. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi tenir, peut-être pas faire non plus une série catastrophique, mais ça va être vraiment très laborieux. Et surtout que cette partie-là de la saison, c'est la partie pour préparer les playoffs, pour trouver des automatismes, pour trouver une dynamique. Et là, ça va être compliqué dans ces conditions. Oui, on revit le même scénario, catastrophe, et il est maudit, ce pauvre Chris Paul. On a mal au cœur pour lui. Donc, on a vu contre Portland, premier tour des playoffs l'année dernière, Griffin et Paul se blessent et il s'écroule, c'est fini. Et c'est un peu toute l'histoire des Clippers qui revient, tous ces malheurs, le propriétaire raciste, des mauvais choix. La fameuse malédiction des Clippers. C'est une sorte de malédiction qui dure depuis, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Et ça continue. Et c'est dommage parce qu'on on a vu récemment, Griffin et Paul n'étaient pas là, ils ont perdu 6 de suite. Après, Paul revient, il gagne 5 de suite. Oui, Même sans Griffin. C'est ça, ils sont à 3 victoires et 9 défaites sans à la fois Paul et Griffin. Et pourtant, là, ils étaient sur 7 victoires de suite. Donc c'est vrai, qui prend le relais, du coup, maintenant, de Chris Paul? Paul Pierce? Non, pardon. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Après, ils ont quand même construit. Il y a une rotation plus solide sur le banc que les 2 dernières années. Ça, c'est relativement intéressant du côté des Clippers. On a vu de très bons passages d'Austin Rivers. Jamal Crawford est loin de faire une saison non plus dégueulasse. Mais après, sur 17 ou 20 matchs, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire que voilà, sur des séquences de 5-6 matchs, il va toujours y avoir un joueur qui va être capable de prendre le relais. Mais sur cette longueur, sur 6 à 8 semaines, en plus on ne parle pas de Blake Griffin là en l'occurrence, on parle de Chris Paul. C'est le meneur, c'est le meneur de jeu et c'est quand même lui, il était en train de réaliser sa meilleure saison. Donc là, dans ces conditions, moi je ne vois pas comment les Clippers vont ne pas descendre dans la conférence Ouest. Sinon, s'ils ne le font pas, c'est vraiment miraculeux. Enfin, c'est vraiment une très belle performance d'équipe. Ils peuvent gagner un match sur 2 avec cet effectif-là. Et comme ils ont pris un peu d'avance par rapport au 9e, 10e, 11e, ils peuvent faire les playoffs. Et là, la question se pose, parce qu'en fait, Griffin va revenir avant Paul maintenant. Et la question se pose, c'est que ces longues absences, combien de temps Griffin va mettre et après combien de temps Paul va mettre pour retrouver son meilleur niveau? Parce que pour Paul, on va s'approcher presque des playoffs et s'il n'est pas au top niveau, ils peuvent perdre au premier tour. Donc, c'est vrai que ça donne beaucoup de points d'interrogation. C'est vraiment malheureux parce que cette saison, j'avais l'impression que les Clippers, avec un meilleur banc et avec un vécu collectif, allaient réussir quelque chose. À vous entendre, c'est vraiment quasiment un coup de grâce sur la saison. Là, ce qui est tragique, en fait, c'est d'autant plus un coup de grâce, et de grâce, pourquoi pas, mais de grâce aussi. Et Georges, t'es pas loin d'avoir raison, c'est peut-être même le joueur le plus malchanceux de l'histoire. Enfin, bon, il y en a eu d'autres, des Greg Oden, etc. Mais là où c'est vraiment tragique, c'est que pour les Clippers, il y a une gestion des salaires de la free agency qui arrive, et l'été prochain va être très important, crucial, avec 2 joueurs importants à prolonger ou à renégocier, c'est Chris Paul et Blake Griffin justement. Or, tous les deux, jusqu'ici, ils n'ont jamais gagné ensemble. Et encore une fois, et souvent à cause de malchance. Donc, au bout d'un moment, est-ce que l'un des deux ne va pas vouloir partir? Est-ce que les Clippers vont réussir à les maintenir après autant d'années gâchées à cause de cette malchance-là? Ou est-ce qu'ils vont échanger Griffin avant la date limite fin février
pour limiter le risque et après mettre le paquet sur Chris Paul. Parce que je pense que malgré tout, Chris Paul est encore plus important à Mais après, il est plus Los vieux, Angeles parce que que- Griffin. Après, il est plus vieux, Chris Paul, par contre, que Blake Griffin. Oui, mais de combien d'années? Vous devez voir Ah oui, ça. il y a Il a 31 Chris ans, Paul, Paul. Chris Paul est trentenaire, Blake Griffin a 26 ans, 27 Ouais, il non. doit y avoir 5 ou 6 ans d'écart. quand Oui. même. Mais bon, Donc, il a montré aussi qu'il était assez fragile physiquement, Blake Griffin. Mais c'est surtout que Paul, il est 7e évaluation de toute la NBA. Et c'est à partir de lui que tout le reste vrai. s'enchaîne. Bon, en tout cas, ça annonce des choses très intéressantes. Georges a raison parce qu'il y a de plus en plus de pression, du moins médiatique. Hein, ça ne veut pas dire que ça influe énormément sur l'équipe, mais autour de Steve Ballmer pour qui les guts, les tripes pour provoquer un échange et peut-être casser l'équipe parce que c'est peut-être le moment ou jamais de récupérer quelque chose au lieu de perdre un joueur sans contrepartie parce que ça risque également d'arriver cet été. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, s'il y en a un des deux qui part sans contrepartie, c'est vraiment une tragédie pour Allez, Il a quand même les tripes et aussi le compte en banque. C'est vrai. Parce que c'est comme pour Cleveland. Je pense que Ballmer, s'il sent qu'il a une possibilité de gagner un titre, il dépassera Oui, largement le taxe sans souci. Allez, la free agency, c'est une autre question. On y reviendra plus tard dans la saison. On va passer au terrain et revenir sur le Martin Luther King Day et ce Warriors Cavaliers qui était l'affiche du Martin Luther King Day. Ça a accouché finalement d'un blowout. 126-91, gros carton de Golden State. Messieurs, il y avait 29 points d'avance dès la mi-temps, pour le préciser. Et on voit les stats. Klay Thompson, 26 points. Durant, 21 points. Curry, 20. Ça a été plutôt très très favorable à Golden State. Est-ce que ça y est, il commence à se mettre en place même dans les grands matchs et que ça commence à devenir très très terrifiant? Bon, alors si je c'est- peux commencer, vas-y, parce Georges. que ce match-là, à mon avis, a beaucoup d'importance. C'est exactement le contraire du match de Noël. Le match de Noël, Cleveland jouait à la maison, a fait des matchs à domicile avant le grand rendez-vous. Et l'équipe de Golden State enchaînait des matchs à l'extérieur, des voyages et un surplus de fatigue. Ici, c'est Cleveland qui a enchaîné un paquet de matchs à l'extérieur. Ils avaient même perdu 3 sur 5 avant de jouer Golden State. Donc, Cleveland était complètement au creux de la vague. Voyage, fatigue, etc. Et ça s'est vu sur le terrain. Golden State avait joué plusieurs matchs à la maison. Ils étaient reposés, motivés, revanchards. Donc, on ne peut pas prendre ce match et dire « Ah oui, ça reflète ce qui peut arriver en play-off et si les trois... Je t'allais dire l'inverse. C'est la troisième année de suite, on voit ces deux équipes en finale. Non. Je crois qu'il n'y a aucun match de saison régulière qui peut donner une tendance entre Cleveland et Golden State de qui l'emportera Tout à la fait. fin. Après, là où c'est important pour le moral de Golden State, c'est que cela commençait à faire beaucoup de matchs quand même consécutifs qu'ils perdaient contre Cleveland. 4. Quatre de suite. Et malgré tout, finalement, même quand on a le talent, etc., ça arrive dans d'autres sports, dans des duels au tennis, des Nadal, des Federer, etc., même si on a le talent pour, au bout d'un moment, quand on commence à perdre trop souvent devant le même adversaire, la défaite peut quand même rentrer dans la tête et ça leur permet probablement peut-être de regagner un peu cette confiance-là. Après, ce match-là, sur le terrain, il ne signifie rien dans l'optique des finales. C'était un blowout. Voilà, d'autant plus. Alors, cherchons des indices. Et il y en a un quand même, c'est la performance de LeBron James. On l'a dit, ils ont beaucoup joué. On voit ses stats, 20 points, 8 rebonds, 2 passes. Mais surtout 6 sur 18 au tir, 6 turnovers. Et un Kevin Durant qui a quand même semblé l'embêter. Ça, c'est peut-être un élément qui peut être important pour Il la était suite. crevé. Il était crevé, ouais. sur les rotules. Bon, c'est un magnifique duel entre LeBron et Durant. Et Durant est un bien meilleur défenseur aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et il travaille dans ce domaine. Et peut-être, ça c'est possible qu'en finale, Durant, s'il gagne son duel avec LeBron, ça serait suffisant pour permettre à Golden State de passer. Mais ce n'est pas sur ce seul match que je ferai ce jugement-là. Je par cherchais exemple. un indice. Voilà, je Oui, lançais ça comme ça. Mais c'est fort possible parce que Durant est plus jeune et il est hyper complet. Il s'est adapté à sa nouvelle équipe. Donc, c'est vrai que c'est positif. Puis, ce que tu disais, Georges, il a progressé. Et puis, il a les outils. Il a des bras gigantesques. S'il veut se mettre à défendre et qu'il commence à bien défendre. Oui, il est mobile. Je crois qu'il est le meilleur contreur avec... Non, ça doit être Green. Mais Non, il c'est est avec Green ça. parmi les meilleurs contreurs Mais de non, mais Golden Kevin State. Durant est vraiment devenu une sorte de rempart défensif bis avec aux côtés de Draymond Green et ça fait d'ailleurs du bien puisque Zaza Pachulia n'est pas non plus le rempart équivalent d'Andrew Bogut. Tout en étant plutôt bon. On est dans d'accord, son voilà, domaine. mais c'est pas non plus la même équivalence et Kevin Durant a vraiment haussé son niveau défensif, mais ça date depuis la saison dernière à Oklahoma où également il y avait déjà des progrès. Tu parlais d'indices, là où pour moi c'en est un relativement important en revanche, c'est que je crois que c'était la dernière
la dernière émission ou celle d'avant, on parlait de la fameuse phrase de Draymond Green, de du petit conflit qu'il y avait eu sur le terrain entre Stephen Curry, Kevin Durant et Draymond Green. Pour moi, c'est juste le signe qu'on peut faire tout un foin médiatique autour d'éventuelles querelles sur Golden State, etc. C'est une grande équipe qui travaille dans la durée, qui travaille patiemment et qui se relève relativement aisément d'une manière totalement naturelle, de choses qui pour nous peuvent prendre une proportion alors qu'il n'y a aucune importance dans les faits. Et c'est pour moi le signe que c'est une équipe qui travaille dans la sérénité et ils sont relevés relativement facilement d'ailleurs d'une période un peu compliquée là et c'est très bien pour eux. Pour Cleveland, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Cleveland, là c'est une petite zone de tumulte mais leur calendrier n'était pas facile. Moi je pense que ce coup de gueule de Draymond Green a été décisif par rapport au match quand même. Parce que, en fait, Curry, il fait 11 passes décisives. Ouais. Bon, tout se passe en première mi-temps parce que le match est fini à la mi-temps. Il y a, je ne sais pas, 22 ou 24. 29. 29 points à la mi-temps déjà? Ah oui, d'accord, OK. Donc, c'était déjà fini. Mais donc, ce qu'a dit Draymond Green semble avoir eu un effet positif et on a vu le résultat. Surtout que, je ne sais pas si on se rappelle la citation complète de Draymond Green, mais il avait dit c'est pas possible que Klay Thompson attende dans le corner comme ça, c'est de notre faute à tous. Klay Thompson, là, sur ce match-là, il finit avec 21 points et la marque est totalement partagée entre la plupart des joueurs d'ailleurs. Et Green fait un triple-double, un de ses meilleurs matchs de la saison. Donc là, on a vu vraiment les points forts de Golden State. En un mot, messieurs, pas de rivalité entre ces deux équipes, oui ou non? LeBron James pense que non. Bien sûr que si. LeBron James, c'est plus pour les tacler qu'autre chose en fait. C'est plus pour les agacer. Il sait le faire malgré tout. Hein. Bien sûr que si qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes, bien sûr. Complètement d'accord. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi LeBron dirait ça, parce que ça ne fait que motiver davantage l'adversaire. Ce n'est pas très malin psychologiquement pour moi. Allez, sur ces bons mots, on va passer plus bas dans le classement. Philadelphie gagne des matchs, 4 victoires en 5 rencontres. Oui, on parle bien des Sixers, c'est une première, je crois, dans l'histoire du Hoopcast. Porté par un Joel Embiid plus fort, toujours plus fort. Philadelphie se met à enchaîner les victoires. Messieurs, 10 derniers matchs de Joel Embiid, 22 points, quasiment 23, 8,6 rebonds et 2 contre ennemis. Est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se créer autour de lui à Philadelphie? J'insiste encore, on en avait parlé la semaine dernière, mais moi, là où il m'impressionne même le plus, c'est pas tellement offensivement. Alors, offensivement, il est vraiment impressionnant. C'est incroyable de voir un joueur de cette taille, etc. Très mobile. Aussi mobile, aussi doué, balle en main. Mais défensivement, qu'est-ce qu'il est fort? Il est vraiment fort et il est d'ailleurs tellement fort que je pense qu'il fait d'ores et déjà partie des meilleurs défenseurs de la Ligue. Le problème, c'est que collectivement, c'est pas encore ça. Mais à titre individuel, il change totalement la physionomie de cette équipe. Et 9 matchs de suite à plus de 20 points. Ouais. Je parlais de la défense, mais en attaque... Il est stratosphérique, donc il mérite d'être All-Star, Rookie de l'année. En plus, ils ont enchaîné des victoires à tel point qu'ils commencent à rêver même de remonter au classement et faire les playoffs. Et c'est bien de rêver, même si ce n'est pas probable. Mais le match de lundi soir, le Martin Luther King Day, ça c'est un parfait exemple. Il était inexistant pratiquement en premier quart-temps. Il rate tout, il ramasse 2 ou 3 gamelles. Il avait l'air ailleurs. Et donc, je vois le match, je dis, Antetokounmpo domine le premier quart-temps, bon, Milwaukee va les écraser. Et non, pas du tout. Patatras, Philadelphie, grâce à Embiid, remonte la pente et finit par battre Milwaukee et Antetokounmpo. Et en plus, je crois qu'il a shooté 18 lancers francs. Donc, cette mobilité vers le cercle pour provoquer des fautes, c'est un atout, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un truc de plus qui fait super bien. Le problème, c'est que tout part un peu d'Embiid. Comme tu viens de le dire, c'est lui qui monte en régime et l'équipe monte avec lui. Et c'est toujours un petit peu ce même cas de figure où l'équipe commence à vraiment bien jouer et ça part toujours de lui. Mais que ça soit en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes d'énergie et d'intensité proposée. Après, c'est des jeunes équipes avec peu de joueurs de très haute qualité. Ouais, mais ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir d'autres joueurs capables de prendre le relais par leur talent aussi, lorsque lui a un petit coup de moins bien. Mais c'est pareil, il faut travailler, ça prend du temps, etc. Voilà. Simmons. Et Ben Simmons pourra probablement le faire. Est-ce qu'on a un début de recette avec Embiid et des shooters autour, grosso modo? Je pense que c'est encore. Je pense que les recettes. La vraie recette, on la verra quand même lorsqu'il y aura une sorte de tri définitif fait avec cette histoire de pivot. De ces 3 pivots, il va falloir changer d'élément. Il les a déjà mis de côté par défaut, mais Okafor est remplaçant, Noël joue plus. Maintenant, Okafor qui s'en tire pas si mal que ça. Non, mais c'est pas un 6e homme, non. On peut récupérer des choses plus intéressantes en l'échangeant. En fait, c'est pas Embiid à l'intérieur avec des shoots autour, parce que lui, il est assez souvent à 3 points. Donc c'est un pivot atypique, ou on va dire du style hyper moderne. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même des joueurs d'expérience comme Saric et Sergio Rodriguez. Bon, il ne brille pas particulièrement, mais au moins,
moins ils ont un vécu et ils peuvent apporter ça. Simmons va presque être un meneur de jeu à la Antetokounmpo. Apparemment, c'est le profil qu'on va lui donner. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes Il y a à des choses voir. intéressantes à voir. Saric, moi je trouve que Saric commence vraiment à... Il a eu des premiers mois un peu compliqués, etc. Mais ce joueur a d'un talent fou. Et Saric commence vraiment à prendre une vraie ampleur au sein de Philadelphie. Serge Rodriguez est important, mais il y a même des vétérans dont on ne parle pas tellement. C'est Jarrell Anderson aussi, qui a un rôle de sage, expérimenté en sortie de banc et qui apporte sa petite patte, un peu de défense également. Un joueur comme Robert Covington, dont on parle peu, mais qui défensivement est aussi très intéressant et qui est capable d'amener de l'adresse extérieure. Voilà. Après, ce qui manque, c'est juste de la constance, de la rigueur dans le détail, sur la précision. Mais ça, c'est trop tôt pour Philadelphie, encore une fois. C'est trop tôt. Mais c'est en train de venir. C'est en train de Parce venir, qu'ils bien étaient sûr, sur 4 victoires en 5 matchs. Bon, ça va. Ouais. Hein. Un tout petit mot, messieurs, un tout petit mot, parce qu'on dépasse déjà. Timothée Loaou, 12 points, 6 rebonds, 2 passes contre les Ouais, Wizards. mais c'est très bien pour lui, il se donne énormément. Mais je voulais juste te dire que le plus important, c'est que le public revient à Philadelphie avec le sourire et que c'est génial pour cette ville-là C'est vrai. qui respire le basket. Exactement. Et c'est grâce à Embiid, en grande partie, que la NBA revit là-bas. On va terminer avec Isaiah Thomas, qui est l'homme de cette semaine pour plein de raisons. Tout d'abord parce qu'il est exceptionnel dans les quatrièmes quart-temps et ensuite parce qu'il s'est embrouillé avec Dennis Schroeder. On va commencer d'abord par les quatrièmes quart-temps. 10 points de moyenne, un tout petit peu plus. C'est du jamais vu depuis 20 ans, messieurs. Personne n'a tourné à plus de 10 points de moyenne dans le quatrième quart-temps depuis 20 ans. Pas LeBron, pas Tracy McGrady, pas Kobe Bryant. C'est assez exceptionnel ce qu'il est en train de faire quand même, Isaiah Thomas là. Sur cette saison, moi, c'est le joueur qui m'impressionne le plus avec Kawhi Leonard, je le dis. Alors, je sais qu'il y a des monstres statistiques également, mais moi, ce qu'il fait depuis cette année à Boston, je trouve ça incroyable. C'est un joueur qui gagne 6,5 millions de dollars. Bon, c'est forcément énorme pour nous. Ça va bientôt changer. Mais voilà, à l'échelle de la NBA, c'est peu. Et c'est ça jusqu'en 2018, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Sur les 4 derniers matchs, il est Comme monstrueux. Steph Curry. Comme Steph Curry aussi, c'est 20 points je les ai notés face aux Wizards dans le dernier quart-temps, 13 points face aux Hawks, 17 face à Charlotte. Et sans ça, Boston ne gagne pas. Donc il porte vraiment son équipe sur les épaules, il est fou, enfin il est complètement dingue. Et il a des toutes petites épaules parce qu'il ne fait qu'un mètre 75. C'est un peu le retour de Nate Archibald, un joueur qui était à 30 points et en même temps meilleur passeur de la NBA. Il faut remonter très loin pour voir ce phénomène-là. Donc Isaiah Thomas, c'est dû au fait que Boston n'est pas si fort que ça en attaque. Donc il est obligé vraiment de tout faire, créer et finir. En plus, c'est un petit Napoléon, quoi. Il a tellement confiance en lui dans le quatrième quart-temps. Il veut le ballon. Et c'est surtout ce pick and roll où il s'arrête sur la ligne de lancer franc en suspension. Ce shoot-là est imparable. Parce que si vous montez sur lui, il vous grille, il fait un double pas. Donc vous êtes obligé de rester un peu en arrière. Et il ne rate pas. Donc vraiment, ce joueur est épatant. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il y a 59 joueurs qui ont été choisis avant lui à la draft en 2011. C'est le 60e choix de la draft. Et un tout petit mot pour terminer sur cette embrouille qu'il y a eu avec Dennis Schroeder, où visiblement l'un aurait insulté la maman de l'autre. Voilà, on a le détail sur cette très jolie infographie. Voilà. Alors s'il a besoin d'insulter ma mère, c'est son choix. J'ai trop de classe pour répondre. Je ne sais pas à quoi il fait référence, mais ce n'est pas mon genre, répond Isaiah Thomas. Je ne m'occupe pas de lui. Il n'est pas à mon niveau, la petite pique de fin qui fait plaisir, mais c'est une drôle d'altercation là pour le coup. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est parole contre parole. Je sais pas quoi. C'est vrai. À mon avis, c'est très simple. Isaiah Thomas a utilisé un mot qu'on voit tout le temps dans les chansons de rap, où le mother fait partie du mot. Et Schroeder a pris ça pour sa mère. Mais ce mot-là, ça se dit à toutes les sauces. Donc, moi, je ne vois pas Isaiah Thomas insulter sa mère exprès. Donc, je pense qu'il y a plutôt un malentendu. Par contre, il y a une petite rivalité qui commence entre deux joueurs rapides, athlétiques, des scoreurs meneurs. Et c'est pas mal. La prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, on va être là à guetter ce duel. Et pas contre ces deux joueurs, entre deux franchises, parce qu'Atlanta et Boston, il y a l'histoire avec des joueurs d'Al Horford qui est parti à Boston. Voilà, donc ils sont dans les mêmes eaux au niveau du classement. Allez, voilà pour l'actu. Nous, on passe au top et au flop.
Les tops et les flops de la semaine. Et messieurs, notre top général de cette semaine, on va pas se mentir, on l'avait choisi un tout petit peu avant la blessure de Chris Paul, c'est les Clippers parce que mine de rien, ils ont quand même débuté 2017 avec 7 victoires en 7 matchs. Ça jouait quand même pas mal. Ils ont un bilan qu'on va voir normalement à l'écran. Voilà, invaincu en 2017, 7 victoires de rang. On va pas épiloguer maintenant, hein. Ils sont 4e à l'ouest. Ils étaient en contrôle pour l'avantage du terrain au moins au premier tour des playoffs. On l'a dit dans les news, maintenant ça va être compliqué. Ouais, bon après ils étaient 4e à l'ouest. Il faut quand même se rappeler qu'on avait aussi ouvert une des émissions sur eux parce qu'ils étaient premiers à ce moment-là à l'ouest. Ouais. C'était eux qui avaient le meilleur bilan. Ils ont quand même connu un contre-coup et c'est vrai qu'ils ont attaqué l'année 2007 relativement fort. Maintenant, que dire si ce n'est que c'est probablement cette période fast-là est probablement terminée, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. On a couvert le sujet tout à l'heure en parlant de Paul et Griffin. On va passer au flop. Il est toujours à Los Angeles. Ce sont les Lakers. Ils ont commencé à 10 victoires, 10 défaites cette saison. Et les voilà chutés largement. 5 victoires, 21 défaites depuis le 1er décembre. Un gros flop. 4 défaites de suite. Ils sont rentrés dans le dur. Qu'est-ce qui cloche maintenant par rapport à ce début de saison? Justement, ces chiffres sont importants parce que c'est après le 10-10 où on commençait à dire « Ah, ils peuvent peut-être envisager les playoffs. La progression va plus vite que prévu grâce à Luke Walton, qui est un bon coach. » Et après, ils perdent 21 sur 26. Donc, c'est toujours une équipe jeune qui a besoin d'un franchise player. Il y a une énorme histoire et tradition chez les Lakers. Je ne suis pas certain que le fils de Jerry Buss, Jim Buss, est l'homme pour prendre les grandes décisions, pour guider dans la bonne direction cette franchise. Mais il va falloir un gros joueur, je ne sais pas qui ça peut être, mais vraiment un gros joueur au sommet de son art. Et les jeunes, après, eux, ils peuvent être traînés dans le sillage derrière. Mais sinon, je ne vois pas comment ils peuvent même envisager les playoffs dans les 3 prochaines années. Personnellement, je pense à une progression. Je ne pensais pas du tout les voir en playoffs. Et le fait qu'il y ait un contre-coup maintenant, il me semble logique au regard de l'âge des joueurs et des joueurs majeurs de cette équipe, finalement. Il faut quand même se rappeler que D'Angelo Russell, c'est sa 2e saison. Julius Randle, c'est comme sa 2e saison, même si c'est sa 3e officiellement. Brandon Ingram, c'est un rookie. Voilà, tout ça est très jeune. C'est des joueurs complémentaires. Ce n'est pas des joueurs pour tenir une franchise. Il faut voir, parce qu'après, Kobe, il a mis 3 ans à se développer. Zach LaVine, on disait, c'est quoi, est-ce que c'est un prospect? Et puis finalement, je sais pas quelle ampleur ils vont pouvoir finir par prendre. Je sais que pour le moment, pour moi, c'est un peu tôt pour juger la construction de cette équipe. En revanche, t'as pas tort, je pense que Jim Buss, c'est pas du tout l'homme de la situation. Et je pense que de toute façon, il va dégager. Je pense que Mitch Kupchak va aussi dégager, malgré tout, puisque leur situation est un peu liée. Mitch Kupchak, c'était surtout Jerry West qui était son patron et qui prenait les grosses décisions importantes. Mitch Kupchak n'a jamais vraiment prouvé qu'il était du même niveau qu'un Jerry West comme dirigeant. Non, mais le trade Pogazol, c'était lui. Et puis finalement, Andrew Bynum, c'était lui aussi. Voilà, mais après, en effet, il n'a pas fait que de super choses, mais bon. Mais en tout cas, la vraie question, c'était qu'est-ce qui leur manque, etc. Ce qui leur manque, c'est de la défense. Enfin, je sais pas, moi j'ai regardé le match cette nuit face aux Nuggets, la nuit il y a 2 jours. Et sur la première séquence, D'Angelo Russell perd Emmanuel Mudiay pendant 5 secondes. Ça finit par un 3 points. Sur la séquence suivante, D'Angelo Russell perd Emmanuel Mudiay sur une coupe, mais vraiment il le perd, il l'oublie totalement, et ça finit par un panier. Et on a vu ça pendant toute une mi-temps. C'est la pire équipe défensive de la ligue. Et c'est ce qui me surprend en revanche chez Luke Walton. Je dis franchement, c'est un très bon coach, il a ramené de la joie de vivre, mais il n'a pas réussi à amener une rigueur défensive et ça m'étonne énormément. C'est vraiment parce que c'est des jeunes et des jeunes joueurs dans la NBA pensent d'abord à faire des stats pour asseoir leur position dans l'hiérarchie de la ligue. Et c'est quand on devient un peu plus âgé et on a un peu plus de vécu que là, on pense plus aux résultats de l'équipe. On l'a vu avec Jordan, par exemple. Mais alors du coup, est-ce que James Harden maintenant a assez assis sa réputation pour commencer à défendre ou pas? Il défend plus cette année, hein. Il défend plus. C'était pour taquiner, c'était facile. Après, ne soyons pas non plus très durs avec les Lakers. Ils sont jeunes et puis ils ont connu quelques tumultes. Ils ont perdu régulièrement des joueurs. Il y a eu des blessures. Il y a eu souvent des blessures. Voilà. Là, notamment Larry Nance qui a apporté énormément d'énergie en sortie de banc. Là, ça va être Lou Holden qui va être absent pendant un moment, etc. Et ça, depuis le début de la saison, c'est comme ça. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu chez cette franchise. Il y en a d'autres chez qui tout va bien. On se rappelle du staff médical des Suns. Les Lakers, je trouve que ça fait quand même quelques années pour une franchise de ce standing-là qui sont régulièrement touchés par les blessures. C'est vrai. Voilà pour le bilan du côté de Los Angeles. D'une grande ville à l'autre, on passe au débat. On a cru pendant un moment que ça allait mieux et puis
Non, finalement, non. Ce sont toujours les Knicks qui jouent au Madison Square Garden. Derrick Rose a disparu pendant une journée. Carmelo Anthony sifflé. Carmelo Anthony qui fait la tête. Carmelo Anthony qui dit qu'il veut rester. 11 défaites en 13 matchs. Peut-on encore sauver les Knicks? Et si oui, comment? C'est la question de notre débat de la semaine. Messieurs, vous êtes le propriétaire des Knicks. Félicitations, vous avez gagné au loto. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Quelle est la chose que vous faites en premier à l'heure actuelle pour essayer d'améliorer les choses? Alors si je suis le propriétaire actuel, je dégage de mon poste, je vends la franchise. Je pense que c'est quand même un des principaux responsables. Franchement, je pense que Phil Jackson a fait ce qu'il a pu parce qu'il faut se rappeler qu'il n'avait pas beaucoup de choix de draft, etc., pas beaucoup de souplesse financière. Mais je pense qu'il devrait quand même se poser des questions, ne serait-ce que sur le staff qu'il a choisi. Là, c'est pas Jeff Hornacek qui est en question, mais tous les épisodes Kurt Rambis, etc., le coach défensif, ça n'aide clairement pas et ça n'a clairement pas aidé les Knicks. Georges. C'est un foutoir complet. Jackson a mal communiqué la polémique avec LeBron au plus mauvais moment. En plus, on croyait en début de saison qu'avec Derrick Rose et Joakim Noah, ils allaient pouvoir se qualifier pour les playoffs presque assez facilement. Et en fin de compte, on voit pas du tout. Alors, j'ai commenté le match dimanche. Ils ont été pathétiques contre Toronto, mais vraiment pathétiques. Comme votre description des Lakers. Ouais. Pas de défense, le moindre écran, le joueur est tout seul, pas d'envie. Le lendemain, ils sont à la maison, où là, ils ont un peu peur dans la réaction du public. Donc, ils ont mieux joué, mais ils finissent quand même par perdre sur un hold-up pratiquement à la dernière seconde. Mais ils ont montré un meilleur visage. Mais malgré ça, je pense qu'il faudrait faire transférer Carmelo Anthony dans une équipe qui peut éventuellement aller en play-off et jouer, pourquoi pas, les titres pour le récompenser pour des années de service et essayer d'avoir quelque chose en retour qui est plus jeune et sur lequel vous pouvez construire à côté de Porzingis. Le seul bon choix de Phil Jackson jusque-là, c'est de drafter Porzingis. Et pour moi, Derrick Rose, c'est uniquement un finisseur. Donc, c'est un meneur qui ne joue pas pour les autres. Ils n'ont pas de créativité. Brandon Jennings, j'ai fait le match dimanche. Et encore que c'est pas le pire entre les deux. Oui, non, mais il fait plus de passes que Rose, mais Rose est plus fort à la finition. Et il y avait une séquence où Brandon Jennings a dribblé 22 fois. Il a dribblé tout seul 22 fois avant d'enchaîner un mauvais shoot. Alors, non, mais c'est quoi ce délire? Messieurs, on voit les stats de Carmelo Anthony à l'écran, 22 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, sa plus mauvaise adresse depuis qu'il est au Knicks. C'est ça le chiffre le plus important, le 42%. Alors, Carmelo Anthony, problème ou pas pour cette équipe? On va commencer par ça avant de parler d'éventuels transferts. Problème ou pas, je sais pas quoi dire. Moi j'adore ce joueur, je pense pas que ce soit le paria que dont tout le monde parle. Fabrice Gauthier, qui était notre invité dans cette émission, voilà, et qui le fréquente régulièrement, nous en dit tout le bien de lui, et que ce soit dans l'équipe des Knicks, avec ses coéquipiers, et que ce soit dans son éthique de travail. Donc c'est quand même quelqu'un en qui je fais confiance. Je pense juste que lui-même est dépassé par les événements, et je pense qu'il y a une sorte de syndrome Kobe. Vous vous rappelez aussi ces époques-là où il y a un moment, Kobe, il y avait une telle aura autour de lui qu'il prend le ballon, tout le monde le regarde. C'est même s'il n'avait même pas envie de jouer en isolation. À l'époque, Kobe mettait 35 points par match. Oui, mais même si. Oui, mais il n'allait pas très loin tout seul. Non, mais parce que Melo n'est pas non plus flamboyant. Même s'il n'était pas intéressé, je dis pas qu'il ne l'était pas, mais même si sur ces séquences-là, il n'était pas intéressé pour jouer l'isolation, et ben ses coéquipiers le regardaient, ils ne bougeaient pas. Et c'est un peu ce qui se passe là aux Knicks, où quand Carmelo Anthony joue, New York gagne plus, mais en revanche, il y a moins de passes décisives dans le jeu. Je t'avoue que c'est la première fois que j'entends que Melo et Kobe sont obligés de garder le ballon par défaut. Ça arrive en plein de situations. Tony Parker en équipe de France, ça arrivé sur certaines années où ça arrive que les équipes regardent jouer le joueur parce qu'il est si fort. Moi, je constate juste que lorsqu'on regarde New York, il n'y a pas un écran qui est posé. Comme tu l'as dit, Georges, etc. Quand Melo a la balle, on le regarde. Mais c'est le cas de toute façon quand c'est d'autres joueurs, quand c'est Kristaps Porzingis qui arrive, il n'y a pas un écran non plus, il n'y a pas d'aide qui arrive. En fait, c'est pas à cause de lui, c'est juste qu'ils font rien, quoi. Il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de joueurs créatifs pour les autres. Il n'y a que des finisseurs. Rose, c'est un finisseur. Anthony, c'est un finisseur. Et d'ailleurs, Anthony, il fait plutôt bien son job, même si ce n'est pas un gros défenseur non plus. Il n'a pas très envie de défendre parce qu'il garde son énergie pour attaquer, parce qu'il sait que l'attaque se repose presque uniquement sur lui. Et Rose, deuxièmement. Donc, c'est une équipe qui est mal fichue. Donc, il faut commencer justement avec le propriétaire, puis Phil Jackson.
le coach n'est pas vraiment à mettre en doute parce que c'est pas lui qui a fait cette équipe. Ouais, et en plus, il arrive un peu comme lui, ça. Il est dans l'obligation de gagner, Jeff Hornacek, donc il compose aussi avec. Mais il y a même des scouts, des general managers qui pensent que New York sollicite trop Kristaps Porzingis, qui est grand, qui a déjà des petits problèmes au genou, et que ça risque de lui coûter sa carrière, au tendon d'Achille. Oui. Et voilà, mais parce que Jeff Hornacek aussi n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire jouer aussi les meilleurs joueurs à sa disposition, et c'est ça le problème de New York, c'est qu'il y a une pression médiatique telle qu'ils ont réfléchi à court terme. Alors qu'il y a en plus des jeunes qui sont en demande. Kuzminskas, il y a le petit William Gomez, il y a Kelly Quinn, etc., qui font des très belles choses lorsqu'ils vont sur le terrain, mais Jeff Hornacek, il joue pas. Très honnêtement, c'est pas si talentueux que ça, l'effectif. Non. Très honnêtement, c'est laborieux. Je pense que je dirais même Washington, c'est une équipe qui a plus de talent que les Knicks. Le comble, c'est quand même quand Derrick Rose dit on défend pas assez. Voilà. Et le coach nous dit pas assez de défendre. Oui, le coach doit être plus dur avec nous. Non, mais et ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas eu le temps d'envoyer un SMS pour dire qu'il avait raté le match du soir. Voilà, c'est vrai. Voilà. Ça lui coûte $200 000. C'est pas à lui de donner des leçons. Pour finir sur Carmelo Anthony, donc pas forcément le problème, on parle quand même de rumeurs de trade, sauf que Jérémy, c'est compliqué. Carmelo Anthony ne partira pas de New York. Dans son contrat... Si c'est pour les Clippers ou pour les Cavs, oui. Pour Cleveland alors, mais ça va coûter très cher à Cleveland. Mais dans le contrat de Carmelo Anthony, c'est un des rares joueurs à l'avoir. Il y a une no trade clause qui lui permet donc d'avoir un droit de veto, etc. Et il ne fera pas jouer ce droit de veto-là. Il a d'ailleurs dit à Phil Jackson pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et puis voilà, son contrat pour les 2 prochaines saisons, je ne parle même pas de cette saison-là, c'est 26 et 27,9 millions, même s'il pourra tester le marché en 2018. Ça va représenter 25% du cap. Carmelo Anthony a 32 ans. On voit ses performances actuelles, on voit aussi sa fragilité physique. J'ai du mal à voir une équipe qui, en tout cas, même si le cap va augmenter, et ce pourcentage-là en tient compte, lui donner 25% du cap. Et si je peux me permettre, on en a parlé hors antenne avant l'émission. Je n'en veux pas, en fait, de toute façon, de Carmelo Anthony à ce prix-là. Je ne vois pas une seule équipe qui en veut, qui a envie de... Alors, tu le disais, justifié ou pas, mais il a quand même une image de joueur difficile, qui veut ses shoots, qui est chiant, qui peut faire la tronche, qui machin. À 27, 28 millions, la seule possibilité, pour moi, c'est les Clippers qui veulent un poste 3 depuis 1000 ans. Voilà. Ouais, mais c'est les seuls. Mais sinon, j'en veux pas. Je le mets pas avec des jeunes, je le mets pas avec une équipe en construction, je le mets nulle part. C'est aussi le problème pour moi de Carmelo Anthony depuis 2 ans, c'est que c'est un joueur que je fous en 4. Oui, il échange pour Blake Griffin. Oui, on en a parlé ces dernières années. Parce que Griffin s'en va, et ils vont rien avoir en retour. Chris Paul et Carmelo sont très copains. Donc, non, mais justement, on a vu dans la presse que les 2 équipes qui l'intéressent, c'est les Clippers. C'est aussi pour ça, voilà. Avec Chris Paul, il serait heureux. Mais il a dit aussi, si les dirigeants ne veulent plus de moi, nous pouvons en discuter. Il doit en avoir marre aussi de subir toutes ces critiques avec la presse new-yorkaise, la grande pomme. C'est lui qui l'a voulu à l'époque. Il avait quand même aussi embêté tout le monde pour venir à New York quand il était à Denver. Il avait pris la franchise en otage, elle l'a vidé de son effectif. Mais je crois qu'en plus, il arrive à vivre avec. Mais en revanche, comme tu l'as dit, etc., s'il part, ce sera pour un gros marché. En l'occurrence, le problème, c'est que son contrat, là, à l'heure actuelle, à la trade deadline, il y aura 6 équipes qui auront suffisamment de masse salariale, même s'il faudra déjà ajouter un joueur en échange, pour l'accueillir pour les 24 autres équipes, les 23 autres équipes de la Ligue, ça va être vraiment très compliqué, même si contre Blake Griffin. Donc là, de toute façon, en l'occurrence, je crois que les fans de New York, et je ne suis pas non plus Madame Irma, mais vont devoir s'y faire pour cette saison. Il va rester à New York, et puis à la limite, on verra l'été prochain. Et voilà, et il faut juste trouver d'autres solutions. Et comme d'habitude, les Knicks n'avanceront pas. Alors, c'est depuis des années, c'est la même chose. Un autre élément dont on a parlé brièvement, c'est Phil Jackson. On va aussi voir son bilan, qui n'est pas forcément fameux depuis qu'il a pris les Knicks en main. Et on voit 10-5, alors il est arrivé en cours de saison, c'est vrai. 17, 32, 18, au niveau des victoires, c'est pas fameux. Ça donne un bilan largement négatif. Aujourd'hui, le bilan de Phil Jackson, il est positif, il est négatif, il est catastrophique, les chiffres parlent forcément. Il a des circonstances atténuantes. Les chiffres parlent forcément d'eux-mêmes. Il a des circonstances atténuantes. Il a vraiment récupéré l'équipe dans un sale état en termes de flexibilité, de souplesse, de marge de manœuvre. Parce que dans les faits, ça progresse. Ça, c'est très clair. Ça, c'est vraiment très clair. En revanche, je trouve que... Mais quand vous gagnez que 17 matchs... Ça peut que progresser. Bon, c'est vrai. Je trouve que là où il a été le plus dommageable, c'est en coulisses.
C'est Oui, et ça a mauvaise com. dans sa communication et cette obsession pour le jeu en triangle, ce choix de Derek Fisher qui n'était pas prêt pour le poste, même si d'ailleurs Derek Fisher c'était un peu le bouc émissaire, il était sur un siège éjectable et tout n'était pas de sa faute non plus. La fusible. Voilà. Avec l'équipe, il a fait ce qu'il a pu et je trouve que malgré tout, il s'est plutôt bien débrouillé avec ce qu'il avait pu. Il a récupéré des seconds choix de draft, etc. C'est toujours important, il n'y en avait pas du tout avant New York. Mais en revanche, pour le reste, il a été calamiteux. Oui, Rose et Noah, bon, on voit que ça ne marche pas. Mais d'ailleurs, qui est intouchable dans cet effectif, à part Porzingis en fait? Bah, à mon avis, tout le monde is tradable. Tout le monde est C'est ce que Charlie Rosen, le journaliste copain de Jackson, a dit récemment. Il n'y a que Porzingis qui n'est pas transférable. Non, mais je veux dire, si on me donne une bonne contrepartie, Anthony, on disait Anthony Griffin, c'est fou, ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il signe des deux mains. Si Anthony est d'accord, oui, et Phil Jackson, dans ce cas-là, oui, bien sûr, le prendra. Ça, je pense. Mais tu vois, je pense pas qu'il soit intouchable du coup. S'il acceptait qu'il y avait une bonne contrepartie. Aux Clippers pour re-signer Paul. Oui, comme il est très copain avec. Donc, c'est vrai que là, on est en train d'extrapoler. Mais Derrick Rose. Non, mais dans les faits, il n'y a que Porzingis qui est intouchable dans cet effectif. Complètement. Parce que qui est bon les à autres part sont lui. interchangeables. Et après, et encore que moi, j'espère qu'il n'y aura pas un problème avec Kristaps Porzingis en termes de santé et de fragilité physique. Et ça me fait vraiment peur. C'est un géant en plus. Mais non, mais Derrick Rose, ne ne serait-ce que ce qui s'est passé là avec son agent BJ Armstrong, qui est lui aussi une calamité, je trouve, pour le monde des agents en NBA, que tu avais battu d'ailleurs, tu me l'avais dit. Au Horse, à Las Vegas, au All-Star Weekend. Et qui dit à la presse, oui, c'est vrai que Derrick, un texto pour prévenir de son absence aurait suffi. Je veux dire, on en est là quand même. Il n'y avait peut-être pas de réseau. On en est là, quoi. Peut-être qu'il était dans un casino ou dans un strip club où il y avait pas de réseau. Que Derrick Rose ait réseau. besoin de s'absenter, etc. pour un problème de gestion familiale, je le comprends. Mais putain, Oui, mais c'est pas difficile de dire j'ai un problème en avec est là, ma quoi. mère, À je l'époque, peux pas être au match et ça suffit. Et ça prend 3 secondes pour le dire et 3 secondes pour l'écrire. Ouais. Alors, donc c'est irresponsable. En dehors de changer de propriétaire, parce qu'on sait que c'est un des problèmes récurrents des Knicks, le salut passe par quoi? D'ailleurs, ça peut y avoir un changement de stratégie du propriétaire. Mais on peut même penser que on Phil l'a vu Jackson, dans d'autres franchises. il a une option pour sortir de son contrat à la fin de cet Oui, mais été-là. à 15 millions de dollars, il a plutôt intérêt à rester. Oui, mais même si- même s'il subit les foudres. Même s'il s'est séparé de Jenny Buss, visiblement, officiellement. Oui, il a divorcé. Si Jim Buss s'en va, et c'est le gros problème avec Phil Jackson, puisque eux deux s'entendent pas, et que Mitch Kupchak s'en vont à la fin de saison, moi, je vois bien le scénario de Didi le revenir. Encore une fois, c'est ma petite spéculation. Ah oui, c'est son côté romanesque. J'aime bien à Los Angeles. Hein. Le couple hollywoodien J'aime bien se retrouve. J'aime bien Phil Jackson, mais il commence à avoir un certain âge, donc il va falloir qu'il finisse par y aller s'il veut y retourner. Parce Parce que 70 ans. Hein. ça- Il y a peut-être un moment pour lui de prendre sa retraite dans le Montana aussi. Peut-être. Quel scénario c'était donc Par quoi passe le salut? Scénario idéal pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Ah bah, il n'y en a pas. Ça fait 20 ans. Oh, le désespoir. Déménager dans le Queens, je sais pas. Attends, ils étaient en finale en 99. Et depuis, ils ont dû Et en plus, changer. pas avec leur meilleure équipe. Mais oui, tout à fait. Oui, ouais. mais bon, il y avait quand même Pat Ewing, en gros, Oui. tout ça. Et Van Gundy, qui était un bon coach à l'époque. Mais après, ils ont changé de general manager. Ils ont tout changé, Ah, quelle sauf le catastrophe. propriétaire, justement. ouais. Et c'est toujours le même Qatar, quoi. Il y avait quand même Eddie Curry, Stephen Marbury, Stevie Francis. Ah, il y a eu des Le belles nombre de équipes, caisses, hein. Il y a eu sont passées par des cette franchise. erreurs. Franchement, je plains. C'est un peu comme Mini, hein, les périodes 95, enfin le post-Garnett là, 2004-2014, avec énormément d'erreurs, David Kahn, etc. Le GM qui était une catastrophe. New York, c'est pareil, mais un peu plus puissance 1000. avec un peu plus Puissance de 1000. Ouais. problèmes extrasportifs. Donc quand non, même. pour moi, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est s'il y a une sorte de... Après, ça peut venir des joueurs. C'est quand même pour moi, c'est quand même des champions, enfin des joueurs qui... Joachim Noah s'entraîne, c'est vraiment un joueur qui s'entraîne. Carmelo Anthony, c'est un joueur qui s'entraîne. Kristaps Porzingis, on sent qu'il a cette âme de champion. Ça peut passer par les joueurs eux-mêmes qui se retroussent les manches. Et Ils ne disent, sont pas voilà, on y va. complémentaires pour moi. Ça manque un Mike Conley. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose Ouais. aussi, c'est qu'ils ont essayé de recruter Marc Gasol, ils ont essayé de recruter Mike Conley, et ce sont des joueurs qui auraient pu complètement changer la mentalité des Knicks. Ouais. Mais ils n'ont pas voulu venir. Imaginez, vous préférez rester à Memphis plutôt que de venir à New York, c'est qu'il y a forcément un problème là. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans une grande ville et on peut les comprendre. Oui, et puis Memphis tire le maximum de son potentiel, vrai. tandis que les Knicks, c'est exactement le contraire. Il manquerait plus Depuis qu'un longtemps. Chandler Parsons à New York et là, Oh, ça bah là, serait parfait. ce serait la Le totale. tableau serait idéal. Bon, et pas beaucoup de solutions. Donc pour les Knicks, on va voir la réponse à la question qu'on vous avait posée sur Twitter. On vous avait demandé quelle est la priorité pour les Knicks. Et finalement, c'est échanger Melo qui tombe
en un, tout reconstruire en deux, changer de GM et changer de coach en dernier. On vous avait donné plusieurs possibilités, on fera ça. Et ça n'arrivera pas. La semaine à venir. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive demain, là j'aurais l'air con, mais voilà. On cherchait. Au moins, tu prends des risques. C'est ça. On cherchait une solution idéale. Donc la solution idéale qu'on nous donne, c'était ça. Merci en tout cas de votre participation. Et nous, on passe au zapping. Joël Embiid est formidable, la phrase de Jérémy Lebescon qui restera gravée. Oui, et il danse mieux que James Harden. C'est vrai, il danse un peu mieux. Sur ce, nous, on va passer au bilan de mi-saison. La petite musique lente, j'en ai fait Jérémy. Pour ce petit bilan, on est déjà à la moitié de la saison. Et oui, c'est passé vite, mais il en reste beaucoup. On va donc attaquer avec quelques trophées. Alors, on a pris des trophées officiels, on a pris aussi des choses un peu plus libres, histoire de parler un peu de tout ce qui méritait d'être abordé. Et on va commencer évidemment, par contre, par le MVP. Messieurs, qui est votre MVP du début de l'année? James Harden. Kawhi Leonard. James Harden. Mais je le comprends. Défends-toi. Je le comprends. Non, mais pour moi, James Harden arriverait en deuxième position. Il se renouvelle. Je crois que l'influence de Carmelo Anthony n'y est pas pour rien, mais après, c'est un ensemble, pourquoi pas, etc. Non, il est vraiment très bon. Il se met à défendre. C'est un vrai leader. Il apporte aussi de la joie de vivre. Il n'y a plus aucun problème avec ses coéquipiers. Je le préfère à James Harden cette saison à Russell Westbrook pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées aussi. Voilà. Il gagne plus. Il gagne plus. Mais Kawhi Leonard, je crois que malgré tout, il faut quand même commencer à le respecter pour ce qu'il est. Il est à près de 25 points par match. Il est à près de 7 rebonds. Il est à 3 passes de moyenne. C'est le franchise player des Spurs. Et les Spurs ont le deuxième bilan de toute la ligue. Alors on a de la déclat sur Kawhi Leonard, pardon. Il est terrifiant. Il fait tout ce qui est nécessaire pour aider son équipe à gagner. C'est Tom Thibodeau qui dit ça. Il faut rappeler on le voit, il intercepte plus qu'il ne fait de fautes. C'est le seul joueur de la Ligue à réussir à le faire. Et il intercepte plus qu'il ne perd de ballon. Et aussi, on parlait des pourcentages, des fameux 50, 40, 90. Il s'approche vraiment du club. Il flirte vraiment avec le club. Et voilà, et c'est la deuxième meilleure équipe de toute la Ligue. Alors, on peut me dire que oui, c'est les Spurs, c'est toujours un système, etc. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut quand même saluer les joueurs parce qu'il faut aussi des joueurs sur le terrain qui font marcher le système. Et ils s'en tirent à la perfection. Et je pense que le seul problème, c'est encore une fois ce truc que San Antonio est moins médiatisé. Ça me va, il n'y a pas de problème. Et on y contribue aussi. Mais il fait une saison remarquable. Et à chaque fois Kawhi Leonard, on dit, on lui met un palier qu'il ne pourra pas dépasser. Il marque 7 points par match, ce sera un role player. Il en marque 16, ok, il va en rester là à ce rôle de lieutenant. Il en marque 21, il ne fera jamais plus. Qu'est-ce qu'il faut de plus cette année? Au début de sa carrière, on le considérait comme un défenseur uniquement. Il n'avait pas de shoot, il était à 25% à 3 points, maladroit au lancer franc. Et avec le fameux Chip England, le coach du shoot, il a progressé dans tous ces domaines, mais une progression fulgurante, mais incroyable. Donc je suis d'accord, il le mérite. Mais l'homme dont on n'a pas parlé, c'est Kevin Durant, parce qu'il va quand même être le meilleur joueur dans l'équipe qui va avoir de loin, à mon avis, le meilleur bilan de la saison régulière. Et ça aussi, ça compte pour MVP. Alors que je ne sais pas si on peut... C'est l'effet LeBron James, on en a parlé sur le basket USA. Ouais, mais pour moi, c'est l'effet LeBron James 2010. Alors je suis un peu en désaccord avec toi. Je pense que Stephen Curry garde toujours la main sur les Warriors fondamentalement. Je pense que Kevin Durant a un rôle est vraiment énorme. Enfin voilà, on peut pas. Il a des stats plus impressionnantes. Il a des stats plus impressionnantes, mais finalement Steph Curry, avec l'arrivée de Durant, il fait des stats aussi bonnes que celles de sa première année de MVP. Faut quand même le souligner aussi. C'est vrai. C'était pas pour dire que Curry était mauvais. Oui, non, je sais, Georges. Je suis juste partagé. Disons que Golden State, le problème, c'est que... Ils ont 4 joueurs super forts. Ils ont 4 joueurs super forts. Là, il y aura moins de discussion, je pense. Rookie de l'année. Joel Embiid, oui. Joel Embiid, haut la main. Joel Embiid pour tout le monde, ça me paraît assez logique à ce niveau-là. Un petit mot sur le coach de l'année. Attends, et c'est pas le moment de rappeler que quelqu'un sur ce plateau, avant le premier match de la saison régulière, a nommé Joel Embiid Rookie de l'année. C'est toi qui? C'était toi? Merci de vous en souvenir. Je vois que tu n'oublies pas. Merci. Non, mais il faut que je prenne l'habitude de noter avec vous. Je sens que les scores, les trucs comme ça, il faut garder les remarques. J'ai parfois des grosses non, mais... aussi, hein, mais là au moins... On fera un best-of des deux à la fin de l'année, les bonnes prédictions et les erreurs en fait. Le coach de l'année, messieurs. J'aurais tendance à dire d'Anthony, mais en tout cas, moi je donne pas deux trophées à la même équipe. Donc soit Harden à la MVP, pourquoi parce que je sais pas, moi j'aime bien les changements. Partager le gâteau. Partager le gâteau, ouais. Trop gentil, en tout cas, si James Harden a le MVP, et ben dans ces cas-là, moi je mettrais Quinn Snyder.
Alors, Parce que je pense que chaque année, il s'approche des playoffs. Et à chaque fois, si le Utah n'y arrive pas, c'est toujours à cause des blessures. Là, ça y est, ils ont passé un cap et il arrive à faire de très très belles choses alors avec Utah. d'abord, je suis obligé de te parler d'Anthony parce Oui, bien qu'il y a sûr, un excuse-moi. beau tableau Ouais, que ouais. Simon Stéphan a fait et qu'on va honorer. 32 victoires, 11 défaites. C'est Paul qui les a fait, excusez-moi d'ailleurs, me dit Simon dans l'oreillette, donc Paul Harrer, qu'on salue aussi. On salue. 114,9 points, 107 en face, donc d'Anthony pour moi en l'occurrence. Georges, coach d'Anthony ou pas? C'est d'Anthony. Non, très honnêtement, c'est d'Anthony. Mais comme toi, tu l'as choisi, je me suis dit, et je suis d'accord aussi pour Quinn Snyder pour être, par exemple, vrai. deuxième. Et de mon côté, je prendrais Fizdale, le coach de Memphis. Éternel assistant, on se disait, oh là là, il va avoir du mal à gérer une équipe déjà qui a un jeu pas très sexy. Donc ça va peut-être être l'écroulement de Memphis cette saison. Et finalement, c'est tout le contraire. Memphis est aussi fort que les saisons passées. En tout cas, je pense qu'il est temps de saluer Memphis et de le récompenser pour quelque chose au moins parce que c'est une des franchises les plus constantes de la NBA également. Et si ce n'était pas le coach de l'année, en tout cas un titre de dirigeant de l'année pour Chris Wallace, etc., serait mérité finalement parce que ça reste aussi le GM qui choisit le coach, etc. Et qui arrive à choisir des coachs qui à chaque fois tiennent la baraque. Donc en tout cas, Memphis devrait avoir un trophée, j'espère. La meilleure équipe de la saison, messieurs. Alors ça peut être celle dont vous estimez qu'elle joue le mieux, la plus impressionnante, la mieux constante, celle qui vous a le plus plu en tout cas sur ce début de saison. Bah, le jeu de Houston me plaît beaucoup. J'ai toujours adoré le D'Antoni Ball, 7 secondes ou moins pour chercher un tir ouvert. Vous avez la position, vous n'hésitez pas, peu importe, vous n'êtes pas là à calculer l'horloge. C'est anti-Memphis, si vous voulez. Et j'ai toujours adoré ça. Et les Warriors ont prouvé qu'on peut aussi gagner un titre avec ce style de jeu-là. Et maintenant, D'Antoni qui a été un peu presque ridiculisé à New York et après chez les Lakers. Et ce n'était pas vraiment sa faute parce qu'en fait, il n'avait pas du tout un effectif pour pratiquer son style de jeu. Maintenant, il a cet effectif et il est en train de finir sa carrière en beauté. Portland. Non, pardon, je rigole. J'aurais préféré les Suns. J'hésitais entre San Antonio et Memphis, mais du coup, je dirais San Antonio m'impressionne quand même vraiment énormément. Mais j'adore le jeu. Enfin, Je vais dire Memphis pour toi. ouais, dis Memphis pour moi. Je dis Memphis, Contrairement à allez. Georges, moi je suis plus amateur de basket rugueux plutôt que de basket champagne. Et je trouve que Memphis, avec l'effectif, alors que Oh là là, certes, il y a c'est du quand talent, même pas etc. très sexy le jeu de Ah non, Memphis. c'est pas Non, mais sexy, justement, j'adore ça. J'aime bien aussi cette capacité aussi à survivre. Vous êtes bloqué dans les années 90. Non, non, tous mais les alors, deux, Non, hein. mais il y a la résilience. Bad de Boys cette de équipe, Détroit, hein. Sinon, je t'aurais dit Golden State, mais j'aime bien cette capacité qu'ils ont surtout à surmonter toutes les ouais, blessures. toutes les épreuves. Je trouve ça assez impressionnant dès Oui, qu'il y a un joueur blessé à et- surmonter Ils sont tout. très solides mentalement, à l'image de Conley et Marc Gasol qui sont C'est l'équipe les leaders. la plus résiliente de ces 5-10 dernières années. Enfin, ils sont incroyables. Et c'est vrai que si je dis que j'aime ce jeu de Houston, au même temps, Bien j'adore le jeu de Golden State, forcément, parce que c'est un peu la même école. La plus grosse déception de la saison pour l'instant. Je vous propose en vrac le Magic, les Pistons, les Timberwolves, parce que c'est les trois Les miennes. Knicks, Les Knicks. les Bulls, Bah, je suis désolé. a beaucoup à l'Est, hein. Moi, j'adore Minnesota, etc. Et Non, mais c'est pour ça que je te les et propose. ouais, hein, je suis les déçu aussi. Timberwolves, j'aimerais bien que ça passe un câble. Mais il n'est pas trop tard. En plus, c'est un peu le même défaut que les Lakers. Je veux dire, tous ces joueurs sont quand même très très jeunes. Oui. Wiggins, Tout à fait. Karl Anthony Towns, etc. Un truc. Et il y a peut-être plus de potentiel franchise player que Lakers par rapport à ce que Georges disait. Avec Complètement, Towns et là, Wiggins, on est d'accord, on est d'accord. Et voilà, je pensais que la patte Tom Thibodeau serait plus vite imprimée, mais ça m'étonne pas que ça me prenne du temps aussi, mais c'est quand même une petite déception pour et moi. Portland, c'est le deuxième plus grosse masse salariale derrière Cleveland. Les gens oublient ça. Portland. Et ils sont en train de s'écrouler, là. Portland, c'est vraiment inquiétant. Portland, l'argent qui sont distribués cette année. Alors moi, autant le contrat d'Evan Turner me choque pas, par exemple. Festus Ezeli, bon, j'imagine que je crois que c'est une player option, je sais plus si c'est une player option, Pour une un team joueur qui option, joue etc. pas, de toute façon. Mais bon, à la limite, c'est pas le contrat le plus. Mais les 80 millions pour Allen Crabbe, pour Mo Harkless, etc. Alors même si je sais que ça va se lisser avec le cap. Le prix les des 40 des crustacés augmente très vite. Les 40 millions pour Meyers Leonard, surtout, je trouve que ça fait beaucoup d'argent dépensé à la va-vite. En fait, nous avons fait une longue liste de déceptions. En C'est fait, vrai, il y en a beaucoup cette ouais, saison il y en a dans la beaucoup. NBA. hein. Alors, meilleure surprise de la saison pour vous, et je vous donne je vous lance, moi je dirais la confirmation de Giannis Antetokounmpo. C'est peut-être pas une surprise, mais c'est super.
ce que fait Giannis Antetokounmpo qui va être All-Star très probablement. Oui, parce que la progression est quand même incroyable. Voilà, il y a une vraie progression Ouais, et ouais. c'est quand même une confirmation. Je ne sais pas si c'est une surprise. Non, c'est pas une mais- surprise. Mais c'est quand même un des. Bon, passer de 17 à plus de 23 points, Je l'ai écrit. Tu l'avais annoncé. Je l'ai écrit, ouais, Bon. mais après, c'est un peu le même profil que Kawhi Leonard, hein, finalement. C'est là où on peut se dire que c'est une surprise. On se demande à chaque fois jusqu'où ils peuvent aller, etc. Et à Oui, chaque fois, oui, ils repoussent les limites. Donc, c'est peut-être, en effet, de ce côté-là, oui. Mais en tout cas, il fait une super saison. Et j'espère que ça va même aller un peu plus haut pour Milwaukee. Je trouve que Jason Kidd fait un travail remarquable aussi, même si l'an dernier, c'était un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que cette équipe, je la trouve admirable. Mais la surprise, pour moi, je vais encore dire que, à la limite, ça sera mon choix de Rookie of the Year, c'est que j'y croyais pas trop à Joel Embiid dans la mesure où des problèmes de santé, etc. Voilà. Pas à Et, ce niveau. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'attendait à ce niveau-là. ouais. Pour moi, c'est la surprise de la Incroyable. saison. Mais C'est vrai qu'il est voilà. incroyable. pour moi, la plus grosse surprise, il faut revenir à Houston. Parce qu'avant C'est la vrai aussi. saison, C'est vrai il y aussi, avait ouais. plein de gens qui disaient « Oh là là, ça va pas défendre du tout, ça va être n'importe quoi, du playground time. » Et en fin de compte, c'était un mariage fait au ciel. J'étais le premier à pas croire au C'est vrai, renouveau non, de c'est James vrai. Harden et il me fait Surtout totalement pour mentir. arriver Ouais. troisième et être vraiment parmi les équipes puissantes. Et juste un nom pour terminer, le meilleur français, Rudy Gobert. Rudy Gobert. Alors là, Et Rudy Gobert. il y a Il n'y a pas de, pas de il y a pas de discussion possible. Mais on est très gâtés par les Français et faut pas oublier qu'avant sa blessure, Evan était très bon. Nicolas Batum a fait un très gros début de saison, etc. Il reste encore, même si Charlotte, des petits tumultes. Et je reste toujours aussi impressionné par Tony Parker, C'est 34 vrai. ans, cette Aussi. saison, qui vient de rentrer dans un club des 6 à plus de 18 000 points et 6 500 passes en carrière. Ils sont 6 joueurs à l'avoir fait. Et il fait encore des choses admirables sur le terrain. Et, Il y a beaucoup de Français qui brillent, mais très honnêtement, Rudy est loin et devant. Rudy est loin c'est devant vrai. cette saison, on est d'accord. Alors on passe au pronostic. C'est Jordanesque. Badaboum, Georges, les pronos de cette semaine. Alors je vais donner les scores puisque maintenant je les note vraiment bien. Georges, la semaine dernière, 1 point sur 3. Jérémy 2 et moi 0. J'ai encore fait 2, moi. Ouais, au total, donc tu es à Mais 5. pariez sur moi, quoi. Au total, Jérémy à 5, Je me Georges suis à 3. rattrapé pour le Martin Luther King Day sur Unibet. C'est vrai. Parce que j'ai eu 5 sur 5 dans Bon, les voilà. pronos. Je devrais commencer à être sponsorisé, je crois. moi aussi. En tout cas, ça fait 5-3-2 pour le moment et je vais vous faire la semaine prochaine une petite image, comme ça on aura les scores en direct. Vendredi, Rockets Warriors à Houston. Ah, Rockets Warriors à Ouais. Houston. Ouh. Il y a du bon là. Bon, je vais prendre les Warriors quand même. Ils sont tellement au-dessus. Les Warriors aussi, je ne vais pas parler. Alors contre ça va être le match le plus spectaculaire de Ouais, la ça va être, saison. celui-là va être ça va être sympa. chouette à voir. Je vais la voir. Et c'est moi qui dis ça, je mets une pièce sur compte. Houston. Houston pour toi et Warriors pour moi aussi. Dimanche à 21h30, Mavericks Lakers. Celui-là, c'est du fond de tableau. À Dallas À Dallas. À Dallas. Je prends Dallas aussi. Allez. Ça va mieux à Dallas. C'est Nowitzki joue. 3 Dallas. Et puis lundi, Hawks Clippers, puisqu'on a parlé des Clippers. Hawks. Hawks à Atlanta aussi. Oui, et pas de Chris Paul c'est ce et pas de vendredi-là, là Blake Griffin. Lundi. C'est lundi. Je mettrai une pièce sur. Allez, c'est vraiment histoire de petit prendre un petit Clippers, risque. C'est un petit Clipper sur une sorte de regain, sur sous d'orgueil, je sais pas, Ou à d'énergie, l'extérieur à sans l'énergie. Chris Paul. Allez. Les mais Clippers. au moins, il va y avoir une grosse cote. C'est la grosse cote, Je voilà. pense que si vous pariez là-dessus, il y aura de l'argent à gagner. C'est la grosse cote de Jérémy Lebesco. On passe au quiz. Alors Jérémy fait le malin sur les pronostics, mais sur le quiz, c'est Georges qui mène ouais. 5-4 après la semaine C'est dernière. l'expérience. Messieurs, on commence avec Parce du... que vous me laissez répondre en premier. Alors on commence avec un peu de difficile, ça va dépendre de votre accent. Dans quel club évoluait Dennis Schroeder, dont on a parlé avant de venir en NBA? Wolfsburg, c'était Dirk Nowitzki. Alors, Dennis Schroeder, Ça sonne un peu pareil. Oui, Washington. c'était un... Oh, quel club Celui-là, je vous donne 2 allemand. points. hein. Oh, Wolfsburg. Non. Berlin. Non. Bon, alors, c'était Brunswick-Braunschweig. Merci. Oui, Ah, Brunswick. Braunschweig. OK. Combien de médailles olympiques pour Carmelo Anthony, dont on a parlé? Oh, ça, je sais, c'est 3. Voilà. C'était 4, messieurs. Merde. Ah, médaille. Eh oui, Ah médaille. ouais, médaille. Et médaille, il a eu, pris le bronze en il y a eu 2004. Le bronze de 2004. Ah, d'accord. Il OK, était là. oui. J'étais bloqué sur les 3 médailles d'or de suite. C'était le piège. Bien joué, bien joué. Dans quel pays la NBA a joué son premier match de saison régulière à l'étranger? Je parle de la saison régulière. De cette saison-là? Non. Alors, comme on était à Londres il y a quelques jours, en effet, sujet sur Basket USA, le premier match de l'histoire de la NBA en saison régulière dans un autre pays, c'était dans quel pays? C'est Tel Aviv. Non.
non, mais c'était... Saison régulière, hein. Pas exhibition oui. ou... Parce que le premier match d'exhibition, c'était les Washington non, dans les saison années régulière. 70 à Tel Aviv. Je ne parle que de saison régulière. Et Donc un vrai match de saison Ouais. régulière en dehors du pays. Oui, et c'était la première ligue nord-américaine à Canada. jouer à l'extérieur. Non, je l'ai dit. Alors, je veux dire. Mexico est-ce que l'Amérique City. du Sud. Non, ça m'a surpris, c'est un pays dans lequel elle n'est pas retournée depuis 2003. Ah, l'Australie. Non, Union soviétique. Non, Non. C'est pas l'Australie? non. Ouais, Et elle y je allait sais pas. beaucoup. C'était au Japon. Oh. C'était un Alors Suns là, j'aurais jamais trouvé ça. Alors, tu nous as scotché. C'était un Suns Jazz au Japon et ils ont joué 12 matchs de saison régulière au Japon. C'est vrai? Ouais. Et il y a eu une Dans très la longue même série. saison? Non, au tout début, et quasiment tous les ans, ils ont joué beaucoup de matchs de saison Ah oui, d'accord, ok. au Japon. J'avais ils compris appellent comme ça Georges. the Japan Non. Games. Et ils ont joué beaucoup de matchs au Japon au début des années 90. Et depuis 2003, ils n'y ont plus jamais remis les pieds, que ce soit en pré-saison, en saison régulière ou quoi que ce soit. Voilà. Parce que la Chine, c'est un plus gros marché. Probablement. Mais voilà, c'était la petite surprise. Ça m'a étonné en faisant la recherche. Et cette année au Japon, je suis un peu distrait. C'était en quelle année le premier match au Japon 1990, Suns Jazz, avec Karl Malone qui avait fait le déplacement notamment. Pour cette rencontre, voilà C'est comment cher, se Karl termine. Messieurs, ça fait 0 pour tout On le a monde. été du coup. piteux, ouais. Ce sera- Au moins, Ce sera facile à pour garder compter. le score. Ça fait 5-4 pour Georges, toujours pour la semaine prochaine. Voilà comment se termine l'épisode numéro 148 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Pour nous suivre à Hoopcast, @GeorgesD2, @Jérémy Lebescon avec un T, @Alain Mattei pour moi-même. On vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine et c'est Georges qui vous dit au revoir. Bye bye.